bonjour à tous. Bienvenue sur le Bonjour. webinaire aujourd'hui sur la renaturation des sites et donc la performance des critères ESG. N'hésitez pas à écrire dans le fil de discussion pour nous saluer, nous confirmer que vous nous entendez bien. Et merci de prendre le temps aujourd'hui de vous connecter pour participer à ce webinaire. Je vous propose d'attendre 5 petites minutes, le temps que les personnes puissent se connecter, les retardataires, et on commencera vers 11h05. Comme ça, bien sûr, ce sera dans les temps, nous terminerons avant midi, et comme ça, voilà, on a le temps, on a le temps pour que tout le monde puisse se connecter tranquillement. Bonjour Konigué, merci pour ta réponse. Bonjour Chamil, enchantée, bienvenue. Bienvenue à tout le monde. Bonjour à tous, bonjour à toutes les personnes qui viennent de se connecter encore. J'attends une dernière petite minute, le temps que tout le monde puisse se connecter. Je vais d'abord, normalement vous devriez voir correctement notre écran et je vais même mettre en évidence le support de présentation. Comme ça, vous allez pouvoir nous voir quand même un petit peu, mais j'avoue que les visuels qu'on a préparés dans ce webinaire et les explications sont assez sympas. Donc, je vous mets en évidence le support. Et puis, nous allons commencer sans plus tarder dans quelques secondes pour ne pas prendre davantage de retard. Bien sûr, le webinaire est enregistré et vous sera envoyé dès la fin du webinaire par mail. Vous pourrez aussi le consulter sur notre site internet et via notre chaîne YouTube. Donc, il n'y a pas de problème pour pouvoir le visualiser à un autre moment pour les personnes qui souhaitent le visualiser, qui ne soient pas connectés aujourd'hui ou qui ne peuvent rester que quelques instants. En tout cas, encore une fois, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui et je vous propose donc de commencer. Je vais mettre la présentation en plein écran et Ludovic, je te laisse me confirmer que c'est bon pour toi, que tu vois bien l'écran en pleine page. Parfait. Super. Donc, je vous salue une nouvelle fois et ce sera la dernière. Bonjour à tous. Merci pour votre présence aujourd'hui. Nous allons animer un webinaire chez Gexpertise aujourd'hui sur la renaturation des sites et donc la performance des critères ESG avec Ludovic. Ludovic, je te laisse te présenter si tu le veux bien. Ludovic, tu nous entends ? Oui, désolé. Ludovic Danels, donc je suis responsable du département d'ingénierie bâtiment et VRD chez Gexpertise. Et donc je suis très heureux de pouvoir vous présenter ce travail que nous menons avec nos partenaires. Merci Ludovic. Pour ma part, je me présente. Je suis Léa Voilot, donc responsable du développement commercial chez Gexpertise, la partie développement clientèle et également la partie développement des nouvelles offres, dont d'ailleurs l'offre renaturation des sites et des imperméabilisations des sols fait partie. Et donc, je suis ravie de pouvoir animer ce webinaire avec Ludovic aujourd'hui. Pour commencer, un programme aujourd'hui sur ce webinaire sur la renaturation des sites et la désimperméabilisation des sols, en commençant bien sûr par une présentation de notre entreprise, présentation de Gexpertise. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous donnerai quelques chiffres, quelques données sur notre groupe qui se présente aujourd'hui comme un groupe d'ingénierie et non plus historiquement uniquement comme un cabinet de géomètres experts, bien que ce soit encore notre cœur de métier aujourd'hui. Nous ferons ensuite un focus donc sur la désimperméabilisation et la renaturation des sites avec le contexte actuel, les constats, bien sûr les objectifs sur les prochains mois, les prochaines années, avec quelques indicateurs, des illustrations avec quelques cas témoins et donc sur des présentations de sites qu'on a pu avoir ces derniers mois et ces dernières années sur cette fameuse thématique de la désimperméabilisation des sols et la renaturation des sites. Et enfin, j'ai dédié un moment pour les questions et les réponses. Bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de discussion, dans le chat que vous avez à droite de votre écran au fur et à mesure. Je trouve ça toujours plus sympa de pouvoir répondre à vos questions au fur et à mesure de la présentation. Ça permet d'avoir un peu plus d'échange et d'apporter du dynamisme. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure du webinaire.
Je prends la parole quelques instants pour vous parler de G-Expertise et je laisserai ensuite la main à Ludovic sur, j'allais dire, la partie technique et expertale de ce webinaire sur la désimperméabilisation des sols et la renaturation des sites. Pour commencer, G-Expertise, nous sommes 200 spécialistes aujourd'hui au sein du groupe. Nous sommes sur l'ensemble de la France avec un siège social qui est situé à Sèvres dans le 92 en région parisienne. Et nous avons différentes agences dans le sud à Toulon, une à Bordeaux et bien sûr dans le nord à Lille et à Saint-Omer. Et d'ailleurs, on fait un coucou de loin à Ludovic qui est lui dans le nord de la France avec ses équipes là-bas. Et vous avez également notre filiale qui est en Tunisie, répartie sur 2 villes, à Tunis et à Sousse, où là, vous retrouverez une partie des fonctions centrales ainsi qu'une partie du traitement du dessin. Une fois que nous relevons les données sur le territoire français ou bien même sur les pays limitrophes, une partie est envoyée à nos collègues en Tunisie. On est très attaché aussi à l'équilibre homme-femme au sein de l'entreprise. C'est pas toujours évident de trouver cela au sein d'entreprises dans le monde du BTP ou de l'immobilier. Et donc, c'est une attache que nous avons particulièrement au sein du groupe. Bien sûr, nous intervenons donc sur toute la France pour n'importe quelle prestation, j'allais vous dire, dont je vais vous parler juste après. Voilà, donc on a la possibilité d'intervenir vraiment sur tout le territoire français sans problème. J'ai entendu un petit bruit qui signifie une notification. Comme je suis en plein écran, je n'ai pas les notifications. Ludovic, est-ce que tu peux éventuellement me dire s'il y a une question déjà dans la conversation ou tout est bon pour le moment? Alors, il y a une personne, enfin, il y a des bonjours, donc bonjour également. Et donc, il y a une personne qui demande, qui indique que ça ne fonctionne pas pour elle, en la personne de Valérie Gondemer. J'imagine que c'est uniquement pour elle et que pour les autres ça fonctionne, sinon on aurait eu une armée de messages. Oui, alors effectivement, s'il y a des petits dysfonctionnements, Valérie, n'hésitez pas à quitter le webinaire et à vous reconnecter. J'ai eu des confirmations comme quoi ça fonctionnait bien de nos côtés. Je vous laisse me confirmer que vous m'entendez bien, que vous entendez bien Ludovic. En tout cas, Valérie, n'hésitez pas à vous déconnecter, vous reconnecter et j'espère que ça fonctionnera. Et n'hésitez pas à nous faire signe. Et bonjour à tous pour ceux qui viennent d'arriver. Je me permets de continuer du coup sur la présentation du groupe. Vous avez quelques chiffres ici sur cette slide. Bien sûr, je ne vais pas tous vous les faire un par un, simplement un aspect assez amusant sur le fait que nous existons depuis 1785. Nous sommes des anciens. Bien sûr, c'est notamment aussi par la reprise d'archives pour respecter les règles de la transmission des archives entre confrères. Et aussi, nous dédions 4% du chiffre d'affaires à l'innovation, à la recherche et au développement. Donc, nous avons vraiment cet aspect, bien sûr, de métier réglementaire avec notre cœur de métier, qui est celui du géomètre expert, mais toute cette partie aussi sur la transition immobilière, sur la transition digitale, technologique que nous souhaitons aussi avoir au sein du groupe afin d'accompagner nos clients sur une meilleure connaissance du patrimoine, sur j'allais dire l'ère de l'immobilier qui évolue en permanence et sur lequel nous souhaitons être à jour et être accompagnés des bons partenaires. Je pense que vous connaissez assez bien ce schéma sur le cycle de vie d'un bâtiment, d'ailleurs, qui s'est bien développé lors de l'avènement du BIM dans les années 90 déjà, bien pour appuyer sur le fait que nous intervenons sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment aujourd'hui chez G-Expertise et notamment sur la partie acquisition-cession, qui dit arbitrage dit mesurage. Donc nous intervenons sur l'ensemble de cycle de vie et nous accompagnons nos clients à chaque phase selon les besoins et en fonction des différentes prestations que nous pouvons proposer. G-Expertise, c'est 4 départements d'ingénierie que vous avez ici. Et je vais commencer par le département monitoring, qui est l'ingénierie géotechnique et structurelle, et donc qui concerne toute la partie auscultation, qu'elle soit géotechnique, structurelle, vibratoire. C'est dans le cas de travaux, notamment près des voies ferrées ou à côté d'infrastructures vulnérables, où nous souhaitons bien surveiller et suivre le déroulement des travaux, donc par la pose de capteurs par exemple, pour évaluer les mouvements de bâtiments,
le bruit, les mouvements et tout ce qui pourrait engendrer d'éventuels problèmes, et donc de bien sécuriser le périmètre. Donc c'est une spécialité que nous avons aussi au sein du groupe. Vous avez ensuite le département immobilier qui là concerne l'ingénierie topographique et foncière. Donc là, j'allais vous dire, ça représente j'allais dire 80% de l'effectif chez nous. C'est vraiment notre cœur de métier, c'est le département le plus important, et non pas par jugement de valeur, parce que le département bâtiment VRD avec Ludovic est en plein développement et aujourd'hui a totalement sa place dans notre groupe d'ingénierie. Mais disons que le cœur de métier de Géomètre Expert s'inscrit dans ce département-là, et donc avec différentes prestations aussi qui gravitent autour du métier de géomètre. Donc le métier de géomètre, vous le connaissiez, les levées d'architecture, les calculs de surface, les bornages, les implantations, ces éléments-là. Nous avons aussi un pôle modélisation, tout ce qui va concerner le montage de maquettes 3D, le montage de maquettes BIM, les nuages de points, des éléments comme ça. Vous avez également les diagnostics, où on ne nous attend pas tout le temps, mais c'est très complémentaire, que ce soit dans le cadre de vente, dans le cadre de location, de travaux. Nous effectuons l'ensemble des diagnostics immobiliers, que ce soit les diagnostics amiante, avant travaux, les diagnostics électricité, gaz, jusqu'au diagnostic PEMD d'ailleurs, qui est le nouveau diagnostic déchets. Donc, nous réalisons l'ensemble de ces diagnostics réglementaires. Bien sûr, si vous avez d'autres questions, si vous souhaitez davantage de précision, n'hésitez pas. Vous aurez nos coordonnées sur la dernière slide du webinaire. Ce n'est pas le but de s'étaler sur toutes ces prestations-là aujourd'hui, mais voilà, que vous ayez bien connaissance des différentes prestations, l'urbanisme, la détection des réseaux. Nous avons aussi bien sûr le département bâtiment et VRD qui concerne donc l'ingénierie de la construction et qui est donc dignement représenté par Ludovic aujourd'hui. Et vous avez différentes prestations et différents accompagnements, notamment sur de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre. Nous faisons également de la synthèse BIM qui est en étroite collaboration avec le département immobilier, donc le directeur BIM, et bien sûr la partie génie urbain et voirie réseaux divers. Je pense que Ludovic en dira quelques mots au cours de sa présentation, bien sûr, dans cette nouvelle offre sur la désimperméabilisation des sols et la renaturation des sites s'inscrit dans ce département-là. Donc, nous vous accompagnons, Ludovic et ses équipes vous accompagnent sur cette offre-là qui s'inscrit dans le département bâtiment et VRD qui signifie voirie réseaux divers. Et enfin, vous avez le département PropTech qui est focus sur l'ingénierie de la donnée immobilière, où vous avez 5 services différents qui sont centrés sur la digitalisation et la numérisation du patrimoine. Et donc, ce sont des services digitaux avec des chaînes de production développées en interne, des services de suivi digitaux sur la mise à jour de plans et un conseil sur vraiment l'ensemble de la transition digitale et l'accompagnement sur l'évolution de votre patrimoine immobilier. Je me permets maintenant de donner la main à Ludovic. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et du coup, Ludovic, je te laisse la main pour entamer la thématique du jour. Merci Léa pour cette présentation, cette introduction. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, le titre était donc renaturer vos sites et performer vos critères ESG. Il y en a peut-être qui connaissent pas trop l'acronyme ESG et qui sont venus ici par rapport à la première phrase renaturer vos sites. À l'origine, ce webinaire est plutôt orienté vers des clients qui gèrent un certain nombre de fonciers et qui cherchent à le valoriser. ESG signifie environnemental, social et gouvernance. On souhaite participer avoir un certain nombre de critères d'aide à la décision dans des investissements qui sont beaucoup plus conformes sur le plan environnemental, qui ont en tout cas vocation à améliorer les écosystèmes qui sont altérés, à apporter une réponse sur la diminution des ressources, qu'elles soient énergétiques ou qu'elles soient naturelles, d'apporter une réponse aussi sur les questions de risque au changement climatique. Et c'est pour ça qu'on va commencer sur ce premier constat, sur cette slide. Et on va voir dans quelle mesure on peut essayer de répondre humblement sur vos actifs à ces grands enjeux.
qui sont les nôtres. Bon, le constat, je pense que je ne vais pas beaucoup m'étendre sur ce sujet. Il est largement exprimé depuis au moins 20 ans. On assiste à une augmentation des températures avec un écart moyen de plus 0,7 degrés Celsius par rapport à la moyenne de référence. Et au vu des résultats des dernières années, cela continue de s'intensifier. Ce dérèglement est similaire à l'échelle mondiale, peut s'expliquer par l'augmentation de l'émission des gaz à effet de serre, donc c'est l'acronyme GES, dans l'atmosphère, et qui est lié dans une première tranche au trafic et au transport, et en deuxième lieu au secteur résidentiel. Donc c'est là-dessus qu'on va essayer de mener un levier, une réponse. Et comme je l'ai expliqué, les transports, c'est le premier levier, donc ça veut dire qu'il faut aussi apporter des réponses sur ce qu'on appelle les modes doux, donc l'alternative au transport individuel motorisé. On peut passer à l'image suivante, si tu veux bien, Léa. Merci. Donc, peut-être quelques préambule sur les conséquences qui sont prévisibles, notamment par rapport à la gestion de l'eau, enfin on va dire une non-gestion de l'eau que l'on subirait. Donc la métropole française, j'ai pas de prétention de faire un grand discours sur l'échelle mondiale, mais on va être un peu chauvin, on va parler de la France. Donc la métropole française pourrait connaître une hausse plus ou moins prononcée des températures selon les scénarios qu'on retient et les actions réalisées en faveur de la protection de l'environnement, que ce soit au niveau local, national ou même évidemment mondial. Il y a 3 types d'aléas qui sont liés à l'inondation. Donc c'est pas forcément très lisible, je ne sais pas si vous l'avez en plein écran, mais donc l'image de gauche illustre la hauteur d'eau, en l'occurrence sur le fameux zouave du pont de Sterlitz, du pont d'Alma, pardon, pour la Seine, et qui permet de voir les différentes années où on a observé des crues remarquables. On a ensuite, alors les textes que vous voyez en haut ne sont pas forcément en corrélation avec les images d'illustration en dessous, mais c'est juste pour vous montrer que en fait on a 3 types d'aléas: les hauteurs d'eau, la submersion pour le littoral, donc ça concerne, en l'occurrence ça concerne plutôt la mer, et le ruissellement urbain et agricole. Donc ce sont 3 types d'aléas qu'on rencontre et qui sont accentués par le dérèglement climatique. Et donc au niveau des 3 petites illustrations, nous avons, je vous l'ai dit sur la gauche, l'aléa hauteur d'eau au niveau de la ville de Paris. Nous avons au centre une illustration qui reprend la position des bassins amont à la Seine et à ses différents affluents qui permettent de soutenir l'étiage de la Seine en période estivale, c'est-à-dire pour qu'elle soit toujours navigable, et un deuxième rôle également qui consiste à écrêter les crues hivernales, qui sont plutôt hivernales, même si on a pu constater effectivement en 2018, si je ne dis pas de bêtises, que les niveaux d'eau assez hauts qui ont été constatés étaient plutôt vers le mois de mai ou le mois de juin. La nature a ses aléas aussi, donc elle n'est pas obéissante jusqu'à dire qu'il n'y a que des crues hivernales sur la Seine. Et le ruissellement urbain, c'est aussi un autre risque dont beaucoup de communes rurales et pas rurales ont fait les frais. Donc voilà, les aléas sur l'inondation. Ensuite, si on passe à la slide suivante, on a aussi Je me permets juste, Ludovic, de répondre à la petite question qui était dans le fil de discussion. Oui, bien sûr, vous aurez le replay du webinaire qui sera envoyé juste à la fin du webinaire et il sera disponible également sur notre site internet et notre chaîne YouTube. Je te laisse continuer, je coupe mon micro, Ludovic. Merci, Léa.
Donc, cette hausse de température s'accompagne également d'une baisse, en tout cas d'une répartition des précipitations qui est assez différente et qui ont plutôt tendance à être concentrées sur de petites périodes, ce qui entraîne un ruissellement important des eaux pluviales après une longue période on va dire, de pluviométrie nulle. Et ça allonge de fait aussi, entre deux épisodes de pluie, les séquences de sécheresse. L'ensemble de ces phénomènes sont facteurs d'un assèchement global des sols, accentuant l'aléa de retrait-gonflement des sols argileux, qu'on nomme RGA, retrait-gonflement des sols argileux. Et donc la charge des nappes souterraines est également beaucoup plus, on a vu, aussi sur les consommations, juste le rechargement des nappes souterraines, principal de production d'eau potable. Donc, c'est très, très critique. Je ne sais pas s'il y a une personne qui a un micro qui est ouvert. Alors, ça doit être... Bougez pas, ça doit être le mien, excusez-moi. Voilà, merci Léa. Donc, je continue sur la slide suivante, si tu veux bien, Léa. Slide numéro 10. Voilà. Donc, j'ai voulu illustrer ici donc, le scénario A2 du GIEC. Donc, je suis désolé pour toutes ces références, mais c'est quand même utile. Qui montre en fait sur la gauche le pourcentage, la probabilité d'avoir une température maximale supérieure à 35 degrés Celsius en été, qui est finalement assez rare sur la période qui est antérieure à 1990, qui devient beaucoup moins rare sur la période postérieure à 2071. Et d'ailleurs, on l'a constaté encore cet été, donc la tendance se confirme. Sur la période aussi postérieure à 2071, évidemment, il n'y a pas que la France, donc j'ai fait un extract à l'échelle d'une bonne partie de l'Europe. On peut continuer. Donc, c'est comment, alors, au-delà du constat de ces problématiques, comment est-ce qu'on peut y répondre? Alors, en fait, ce qui est assez extraordinaire, c'est que finalement, c'est la nature qui nous donne le chemin, puisqu'en fait, si on peut constater des îlots de chaleur urbains en ville, et qu'à contrario, on peut observer des abattements de température au niveau des espaces boisés, on en déduit assez facilement que ça peut être une réponse à apporter, même si on ne va pas non plus habiter dans un bois. Mais l'idée, c'est d'aller venir donc à l'échelle des villes, enfin déjà des schémas directeurs et des concepteurs, des urbanistes et des paysagistes, c'est de travailler de concert de façon à apporter ces petits lots de fraîcheur dans les espaces interstitiels. Et là où on a un petit peu de place, parce que si on est déjà sur des secteurs qui n'ont pas de pleine terre, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on observe la nature, elle nous apporte déjà un élément de réponse. Donc, quand on compare la température entre des espaces boisés ou non, on observe un abattement pouvant aller jusqu'à un delta de moins 15 degrés Celsius. Donc ça, c'est sur l'image de droite. C'est une expérimentation qui a été faite au sud-ouest de l'Allemagne entre des températures relevées dans l'espace boisé et dans la lisière juste à l'extérieur de ce même espace boisé. Donc c'est assez considérable l'abattement qui est constaté. Donc ces mesures ne permettent pas de réaliser systématiquement une extrapolation, car ça met en jeu de nombreux facteurs morphologiques, l'altitude, la zone climatique,
mais aussi les facteurs météorologiques. Donc tout ça, c'est assez complexe hein, quand on commence à vouloir avoir des critères qui sont mesurables. Il faut rentrer vraiment faut être très précis pour l'hygrométrie, le vent, la pression partielle de vapeur d'eau. Et une deuxième note, c'est que l'abattement de température qu'on signifie ici n'est pas forcément l'indicateur le plus pertinent pour évaluer le confort humain. On ne parle pas de température brute, en fait, on parle d'indice de stress thermique. Physiological Equivalent Temperature, PET, en anglais. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Alors, la réponse que l'on souhaite vous partager et sur laquelle on a beaucoup travaillé avec des partenaires, en l'occurrence des concepteurs paysagistes, c'est de voir dans quelle mesure on peut apporter une réponse sur les fonciers dont vous assurez la gestion. Et donc, on a identifié un moment qui s'y prête, c'est la mutation de foncier. Donc, quand on a l'opportunité de réhabiliter une ancienne friche ou quand on a à faire une zone d'aménagement économique et sur des fonciers plutôt extensifs. Et quand on a aussi l'opportunité d'optimiser des espaces, entendez par là des parcelles qui ont un coefficient de pleine terre qui on va dire, au moins de l'ordre de 40 à 50% de pleine terre. En deçà de ce ratio, ça va être, alors c'est toujours bien hein, de faire des isots de fraîcheur, mais on n'aura pas forcément une capacité à mesurer un indice de stress thermique qui soit substantiel. Donc, par exemple, les parkings aériens, évidemment, se prêtent beaucoup à vraiment un effet de levier important, et aussi les îlots de fraîcheur dans des cours d'école, par exemple. Et donc, on a travaillé sur trois critères qui nous permettent de mesurer cet effet d'îlot de fraîcheur. Et donc, ce sont l'éco-aménagement, le sol et eau et la décarbonation de l'air. Donc, la slide suivante, s'il te plaît, Léa. Alors, l'indicateur d'éco-aménagement, c'est quelque chose que s'il y a des concepteurs autour de la table virtuelle qui connaissent déjà, c'est donc inspiré du CBS, du coefficient de biotope de surface de la ville de Berlin, qui est aussi pas mal préconisé finalement dans les plans locaux d'urbanisme. Donc, le principe consiste à dire que plus une surface est riche en pleine terre ou en équivalent de pleine terre, et plus on aura un coefficient de biotope de surface qui est élevé. À noter que donc tout à l'heure je vous ai montré sur une slide, deux slides avant, qu'il y avait un abattement qui était assez important, hein, qui pouvait aller jusqu'à 15 degrés. Mais donc ça, c'était vraiment pour faire l'effet waouh. Mais là, on est plutôt en moyenne, hein, on est sur des îlots de fraîcheur qui permettent d'apporter un abattement de 5 à 7 degrés Celsius, ce qui est quand même assez considérable dans les climats urbains. On peut passer à la slide suivante, si tu veux bien, Léa. Le deuxième indicateur sur lequel on a travaillé, c'est celui du sol et de l'eau. Donc, à savoir qu'en France, on a quand même un petit peu on a un cadre réglementaire que vous connaissez plus ou moins, qui est celui depuis 1992, la première loi sur l'eau. Donc, si vous avez déjà aménagé des ACS ou des écoquartiers ou que vous travaillez de toute façon sur les dépôts de permis, vous avez à un moment ou à un autre été confronté à des dossiers loi sur l'eau qui sont soumis selon les rubriques à autorisation ou seulement à déclaration. Alors là, je vais pas vous faire un cours sur la nomenclature,
de ces différentes rubriques, mais sachons en tout cas que sur, on va dire, le volet quantitatif, alors ça concerne aussi le qualitatif, puisque le but c'est d'abattre aussi la pollution, mais finalement, les dossiers lois sur l'eau poussent beaucoup déjà dans la bonne direction, à savoir qu'on gère l'eau au plus proche et sans aller rejeter l'aléa plus en aval. Donc on s'inscrit en fait dans ce sillage de la réglementation française, mais on souhaite aller plus loin, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle dans le jargon la gestion alternative des eaux pluviales, qui nous invite en fait à pousser encore plus ces curseurs vers trois sous-items qu'on va décrire rapidement, qui sont successivement infiltrer l'eau, ralentir l'eau, diminuer les volumes d'eau reportés en aval et récupérer l'eau le plus tôt possible pour des usages autorisés. On peut donc continuer. Donc infiltrer, donc c'est le premier sous-item. Donc ça c'est assez facile à comprendre. Hein. Donc l'idée c'est que la goutte d'eau, quand elle tombe du nuage, c'est qu'elle aille le plus tôt possible s'infiltrer ou être récupérée à l'endroit où elle est tombée. Et éviter, tant faire se peut, de considérer que cette goutte d'eau est un danger dont il faut s'échapper le plus vite possible. Donc, en fait, on est quand on parle de gestion alternative des eaux pluviales, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire s'affranchir d'énormes ouvrages, qu'ils soient passifs comme des tuyaux ou actifs comme des pompes. Donc, de s'affranchir le maximum de tout ça, de manière à rendre finalement à la nature ce qu'elle nous offre. Donc, c'est-à-dire pour recharger au plus tôt les nappes phréatiques d'une part, et aussi, si les espaces ont la chance de planter, de pouvoir favoriser l'évapo-restitution aérienne dans le cadre d'un espace qui est planté. Et là, du coup, le stress hydrique, il diminue fortement, déjà pour la nature, mais et également pour les humains que nous sommes. Et j'ai mis un petit diagramme sur la droite. Ça montre en fait la répartition des volumes d'eau au cours d'une averse constante en fonction du temps. Donc, pour le dire autrement, au tout début, quand une pluie tombe sur le sol, on aura finalement une recharge en humidité du sol qui va être assez forte. Et au fur et à mesure du temps, quand le sol aura été saturé par cette eau, on aura un écoulement hypodermique et souterrain, mais surtout un ruissellement qui va se mettre en place. Donc c'est toute cette déjà faire en sorte que tout ce qui est en dessous du bleu soit aussi le plus important possible. Ça veut dire ralentir l'eau pour que le sol soit le plus perméable possible. Et ça permet d'autant de diminuer ce ruissellement qui peut être dévastateur hein, sur des pluies d'orage très intenses. On peut passer à l'image suivante. Donc voilà, c'est ce que j'introduisais déjà sur comment on ralentit les débits. Pour limiter l'érosion, c'est d'avoir un sol couvert. On voit sur la représentation à gauche, on aura une quantité d'eau ruisselée qui sera beaucoup plus limitée si notre sol est couvert que si il est nu par rapport à une pluie donnée. Et ça a pour effet de diminuer, comme je le prédisais, je le préfigurais tout à l'heure, les volumes d'eau qui sont reportés en aval et donc du coup le risque d'inondation est diminué en même temps que la nappe est rechargée. Donc c'est win-win cette histoire.
Oui, juste repréciser, pardon, Léa, que le sol, en fait, il a un rôle biologique. Donc, il a l'effet d'une éponge et c'est aussi un lieu de décomposition et de stockage de matière organique. On y reviendra après sur le dernier item de décarbonation de l'air. On peut avancer. Alors, récupérer l'eau aussi pour éviter le gaspillage des eaux pluviales. Alors, là, c'est encore plus chauvin que la France. C'est carrément le bassin Seine-Normandie. Donc, on zoome de plus en plus. C'était pour illustrer, en fait, que vous ayez quelques éléments, de grandeur. En gros, par an, il tombe environ 1 milliard, 950 millions, on va dire que c'est 1 milliard de mètres cubes d'eau sur le bassin Seine-Normandie. Il y en a les 3/4 qui sont collectés dans les réseaux. Alors que, en fait, ce qui est assez gênant, c'est que donc on a les 3/4. Il y en a 500, donc la moitié de toutes les eaux qui tombent sont récupérées dans les réseaux unitaires. Donc les réseaux unitaires, il y en a qui connaissent ça par cœur, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait des réseaux qui récupèrent un mélange des eaux pluviales et des eaux usées. La destination de ces réseaux, c'est la station d'épuration. Donc ça veut dire qu'il y a un demi-milliard de mètres cubes d'eau sur le bassin Seine-Normandie qui est orienté vers les stations d'épuration. Il y en a à peu près 40% qui sont traités dans les stations d'épuration. Donc déjà, bon, c'est pas la majorité évidemment, et il y en a plein qui sont par des jeux de déversoirs d'orage, c'est-à-dire quand il y a une pluie qui est trop importante, tout ne peut pas être pris en charge par la station d'épuration, et donc les eaux usées et les eaux pluviales mélangées repartent dans le milieu naturel. Bon, c'est pas très satisfaisant pour deux raisons. La première raison, c'est que les eaux pluviales n'ont rien à faire dans une station d'épuration. Une station d'épuration, ça coûte de l'argent à construire, à entretenir, à exploiter. Donc l'enjeu consiste à déconnecter au maximum les eaux pluviales des eaux usées. Donc il y a des endroits, je vous le dis tout de suite, il y en a qui vont lever la main, ils vont dire oui, qu'est-ce qu'on attend? Bon, déjà, ça coûte cher parce que ce sont des travaux assez considérables. Il faut aller rechercher le séparatif sur tout l'ensemble des parcelles qui sont desservies. Mais au-delà du fait que ça coûte cher, il y a des endroits, il faut le savoir d'avance, où ça sera quasiment impossible de faire, notamment dans des centres urbains très denses, dans les vieilles villes. Mais disons qu'on ne va pas commencer à se dire que puisque ça n'est pas possible à certains endroits, on ne va pas le déployer. Au contraire, d'ailleurs, maintenant dans les plans locaux d'urbanisme, la plupart du temps, voilà, les réseaux séparatifs, c'est-à-dire eau pluviale d'un côté et les eaux usées de l'autre, c'est obligatoire. Mais je voulais juste attirer votre attention sur le fait que voilà, vous avez à peu près le tiers, finalement, là c'est la case qui est en bas à gauche, le tiers de l'équivalent du volume d'eau pluviale qui tombe sur le bassin Seine-Normandie, qui finalement se mélange à des eaux usées et est déversé sans traitement dans le milieu naturel. C'est pas du tout acceptable en l'état. Donc il y a des campagnes de subventions par l'ADEME qui permet justement, quand on dépose un dossier en gestion alternative des eaux pluviales, d'avoir des subventions pour voilà, déconnecter les eaux pluviales des eaux usées. Voilà, c'était la petite parenthèse. Et il y a aussi la possibilité de récupérer évidemment les eaux de pluie, hein, si vous avez des toitures qui sont non accessibles, pour des usages autorisés de type arrosage et pour limiter également aussi les traitements, je viens de le dire, dans les stations d'épuration. On peut passer à la slide suivante.
Donc ça, c'est le dernier indicateur qu'on vous propose, c'est celui de la décarbonation de l'air. Donc ça, c'est assez intuitif, hein, quand on se souvient un peu de nos cours de biologie de collège. La photosynthèse. Donc on a sur les plantations qui nous permettent donc d'améliorer la qualité du sol et de l'air en stockant le gaz carbonique, en confinant divers polluants par la phytoremédiation. Et le troisième effet qui se coule, je ne sais pas s'il existait le troisième effet qui se coule, mais le voici, c'est le rafraîchissement par l'ombrage et l'évapotranspiration. Donc il s'agit de constituer des espaces propices aux plantations et à l'implantation de grands sujets qui apporteront vraiment de l'ombrage et de la fraîcheur. Idéalement, donc avec nos partenaires paysagistes, on préconise des essences plutôt locales, car rustiques, et nécessitent un minimum d'entretien. À noter que vous l'avez peut-être vu dans la presse, que de plus en plus d'essences non indigènes sont introduites compte tenu de leur pouvoir de résilience avec justement les changements climatiques. C'est la ville de Paris qui a communiqué il y a quelques semaines sur l'introduction d'essences méditerranéennes comme le micocoulier de Provence, l'alisier ou même le pin. Mais ces adaptations demandent du temps. Vous avez certainement entendu parler aussi de la problématique que rencontre le platane qui est malade. Et donc cette maladie remonte de plus en plus vers des latitudes du nord. Voilà, on continue. Donc là, on a fini donc sur les différents indicateurs et on arrive sur une illustration. Alors, je ne l'ai pas fait exprès, je vous l'avoue. C'est une illustration qui vient de Lille, c'est pas parce que j'y suis, mais voilà, ça fait du bien. Donc il y a une action pour le coup pour les écoles. C'était suite à une prise de conscience avec la vague de chaleur de 2018. Les élus ont décidé d'inclure dans les cours d'école, en tout cas de s'inscrire dans la lutte contre les îlots de chaleur humains. Après une étude, le projet a ciblé 9, dans le cadre d'un concours, 9 projets, en prévoyant d'y consacrer sur cette opération 200 000 euros d'investissement pour désimperméabiliser l'objectif, c'était le tiers de la surface. La nature réintroduite ne se contente pas de végétation et de sol désimperméabilisés, mais il y a aussi la volonté de ramener de l'eau dans les cours. C'est-à-dire qu'on ne considère plus l'eau comme un danger, hein, d'inondation, tout ce champ lexical de la peur. Mais alors évidemment, on intègre cet aléa d'inondation dans l'étude, mais on fait en sorte que l'eau se donne à boire. Et puis on la récupère aussi avec des récupérateurs de pluie, et on favorise également le retour de la faune locale, hôtel insectes, nichoirs à oiseaux, abris à hérissons. Et juste pour la petite anecdote, l'association des parents d'élèves et les élèves eux-mêmes avaient été mis à contribution dans les différents choix de plan masse, de composition, ce qui est très intéressant parce que la pédagogie et la culture de la résilience climatique doit être instillée dès le plus jeune âge. Ensuite, on a donc une autre illustration, c'est en fait un petit peu le travail qu'on a mené avec un partenaire voilà, là on part sur une autre configuration, c'est sur une parcelle qui est existante avec des bâtiments existants qui sont les petits sucres blancs que vous voyez à gauche. Et donc l'idée, c'est de proposer dans le cadre de dans cette étude de renaturation, alors ou bien un phasage, ou bien deux scénarios d'îlots de fraîcheur en faisant en sorte qu'on vienne ramener une trame verte et une trame bleue beaucoup plus généreuse, donc verte
vous l'aurez compris, une trame végétale. Et bleu, c'est un travail sur le nivellement qui nous permet de ramener de l'eau dans des noues humides ou des noues sèches en fonction de la pente et de la configuration des sites. On peut continuer. Alors, on a fait un autre exercice sur une parcelle à la Madeleine, c'est une commune qui touche l'île, avec des bureaux, et puis là, on voit, ça saute aux yeux, il y a des parkings qui sont bien généreusement fournis en enrobé. Et donc, on a sur la slide suivante fait le fameux travail qui nous amène à proposer deux scénarios, un scénario à minima et un scénario à maxima. Et là, on retrouve sur cette image, en fait, là, on va dire, c'est la dernière ligne droite, c'est le rendu. Alors, il y a une seule chose qui ne figure pas sur ce dessin, c'est le chiffrage, parce que on ne voulait pas le faire figurer là, mais forcément, il y a un coût de travaux qui est adossé à ces investissements qui permettent d'arriver sur des critères, des indicateurs, pardon, d'écoménagement sol et eau et de décarbonation qui sont, en fonction du scénario choisi et retenu, plus ou moins satisfaisants. Je voulais aussi faire un petit aparté sur le décret tertiaire. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Si vous gérez des bâtiments, bien souvent, on a en tête que les abattements de moins 40, moins 50 et moins 60% sur les horizons 2030, 2040 et 2050 concernent essentiellement un abattement de gaz à effet de serre qui sont liés au bâtiment, mais pas que. Vous pouvez aussi inclure ces investissements qui auront été faits sur une baisse des émissions de carbone et une renaturation des espaces extérieurs au bâtiment. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ici des traits tertiaires, ça rentre en ligne de compte. Évidemment, si vous avez des immeubles qui s'y prêtent avec des parkings qui sont aux abords de vos opérations. Voilà, je pense qu'on arrive en fait à peu près à la fin en tout cas de la partie où je suis tout seul à parler. Je suis à votre écoute ainsi que Léa quant à vos éventuelles questions. Merci Ludovic pour cette présentation et effectivement, n'hésitez pas à poser votre question si vous en avez une dans le chat ou bien même je peux vous inviter à parler directement pour la poser de vive voix. C'est toujours plus sympa de pouvoir échanger aussi de vive voix. Donc voilà, n'hésitez pas, nous sommes dans les temps, il est 11h51. Je laisse quelques secondes ou quelques minutes si vous avez une question. Sinon, bien sûr, encore une fois, vous aurez la possibilité de revisionner le webinaire sur le site internet du Expertise, notre chaîne YouTube et de toute façon, le lien du replay vous sera envoyé automatiquement à la fin du webinaire sur votre boîte mail sur laquelle vous êtes inscrite à ce webinaire. Et effectivement, Ludovic, comme tu le disais, je me permets de rebondir sur le décret tertiaire, qui est une offre que nous avons mis en place déjà depuis quelques semaines. Nous accompagnons aussi nos clients sur cette trajectoire-là, qui est très corrélée à celle de la désimperméabilisation des sols et la renaturation des sites, sur des baisses de consommation énergétique, sur des espaces plus verts, une économie d'énergie et vers des bâtiments qui sont plus raisonnables, plus verts et qui vont dans le sens de nos croyances et surtout de nos objectifs qui sont aussi imposés aujourd'hui par l'État et autres. Donc, n'hésitez pas. Thibaut Arouni, merci pour votre question. Je me permets de rebondir du coup directement là-dessus. Selon vous, quelles sont les certifications les plus strictes entre la BREEAM, LEED et HQE? Alors, je vais vous dire joker parce que, en fait, en tout cas, tout dépend des critères qu'on évoque. Si c'est uniquement les critères qui sont liés à la renaturation des sites, j'avoue, j'ai pas fait l'exercice de savoir quelles étaient les certifications qui étaient les plus exigeantes
entre les trois que vous avez cités. Mais en tout cas, si vous voulez, je peux revenir vers vous ultérieurement et après m'être renseigné. Mais là, je peux pas vous dire une information comme ça. Effectivement, Ludovic, on pourra reprendre les coordonnées de Thibaut Arouni pour lui préciser cela. On reviendra bien sûr vers vous avec davantage d'éléments. Concernant la question de Samir Hakim, bien sûr, le webinaire, comme je le disais tout à l'heure, sera partagé, sera directement envoyé sur votre adresse mail avec le replay et même sera partagé sur notre chaîne YouTube et notre site internet. On a également une question de Vincent Picard. Merci en tout cas Thibaut pour cette question, merci Samir également. Vincent Picard, avez-vous des exemples de solutions concrètes à mettre en avant pour répondre à ces problématiques? Tout à fait. Oui. En fait, ce qui peut paraître étonnant, c'est que les réponses qu'on peut apporter, c'est pas avant tout, on va dire, un produit magique on n'est pas là, on n'est pas prescripteur d'une solution, d'un matériau, voilà. En fait, il y a vraiment de l'ingénierie, de la conception. Et là, je voudrais mettre en avant vraiment mes partenaires paysagistes et les différents concepteurs avec lesquels on travaille. C'est vraiment un dessin à quatre mains. Si vous voulez, l'enjeu, c'est de considérer la parcelle dans sa globalité. On prend les différentes contraintes qui sont généralement liées à des considérations d'accès, enfin, d'accessibilité. Donc un gros travail en fait sur les nivellements qui nous permettra de venir installer une trame bleue sur une courbe de niveau. Donc c'est vraiment un travail de conception. Hein. On n'arrive pas comme ça la réponse à apporter sur un terrain qui est en pente ne sera pas la même que sur un terrain qui est globalement plat. Et donc cette considération du nivellement va être le démarrage vraiment de la réponse à apporter. Alors évidemment, on peut avoir des systèmes de récupération de pluie, mais j'ai envie de dire, ça reste quelque chose de secondaire, en tout cas même en termes d'investissement, hein, ça reste secondaire par rapport au travail de conception sur les espaces d'infiltration. Alors on peut travailler évidemment aussi sur des places de parking qui sont en béton gazon, de manière à avoir une perméabilité qui est plus importante que sur des enrobés. Alors ça, on peut le faire si on n'est pas sur des places PMR. Mais donc, ça veut dire qu'on peut le faire quand même à beaucoup d'endroits. Et on arrive à des coefficients EBS qui sont quand même assez impressionnants. Hein. On arrive à doubler assez facilement l'indicateur de d'éco-aménagement en mettant en place de la récupération d'eau de pluie, mais pardon, de la récupération du ruissellement en surface. Donc c'est pas voilà, la réponse c'est pas un produit, c'est un travail de conception qui demande un petit peu de temps, mais qui permet vraiment d'avoir des volumes très importants d'eau récupérée. Merci Ludovic, j'espère que nous avons répondu à votre question Vincent. Je me permets d'en reprendre encore deux. J'ai une question de la part de Charmille André. Comment aviez-vous diagnostiqué et simulé le cas de la Madeleine dans le 59? Je suis pas sûr de bien comprendre comment diagnostiquer et simuler. En fait, on est parti d'une parcelle existante et on a fait des plans masse avec, je vous l'ai dit, par exemple, des places en béton gazon, des espaces de noues plantés et des différents bassins qui ont pu être mis à des endroits où c'était possible de les mettre compte tenu du nivellement et avec une hypothèse de densification de plantation. Alors j'ai vu passer une question aussi sur la problématique des réseaux. C'est tout à fait juste. Pour les arbres à haute tige, en tout cas, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que quand on va rentrer un peu plus dans le détail, donc là dans une étude plutôt de maîtrise d'œuvre, hein, pour le coup, il faudra recroiser la position des souches d'arbres avec les tranchées communes. Donc ça nécessite d'avoir une détection de réseau, etc. Mais
tout dépend de ce qui passe comme réseau, hein. Si c'est un pipeline effectivement de gaz, ça va être complexe. Mais si on a affaire à une tranchée commune qui viabilise un bâtiment, c'est tout à fait envisageable de prévoir un dévoiement de cette tranchée. Donc ça s'étudie dans le cadre d'une mission de maîtrise d'œuvre. Merci Ludovic, du coup tu as directement rebondi sur le message de Noël Flippo et Vincent, du coup merci à vous et met bien en avant l'importance sur le nivellement dès la conception du projet. Merci à tous pour vos questions. Nous arrivons à la fin du webinaire. Il nous reste 2 petites minutes. Si vous avez encore une question, n'hésitez pas. Sinon, bien sûr, on se tient à disposition pour, j'allais dire, approfondir le sujet si certains le souhaitent et pouvoir discuter lors d'un échange avec Ludovic, j'allais dire avec ou sans moi, puisque je pense que le mieux placé pour répondre à toutes ces questions, c'est bien Ludovic. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à le solliciter, à me solliciter en parallèle si besoin. En tout cas, je vous remercie encore pour votre attention, votre participation et votre intérêt, notamment au travers des questions posées. Et une petite dernière sur le fait que vous aurez bien le webinaire à disposition, que ce soit sur votre boîte mail ou bien sur notre chaîne YouTube et notre site internet. Donc, vous pourrez le partager ou le revisionner si certains éléments vous intéressaient plus que d'autres, si vous souhaitiez vous focus sur un point, un élément en particulier. Donc, vous aurez la donnée en votre possession sans problème. Et merci à Ludovic pour sa présentation. Merci à Léa. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée et un bon appétit pour ceux qui vont aller déjeuner. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.